L'ambition aujourd'hui n'est plus le globalisme libéral, mais simplement le bon vieux globalisme impérial. Cela reste du globalisme. C'est là que réside la tension avec sa base électorale. MAGA, Make America Great Again, une base America First, les partisans de la retenue à Washington, D.C. Il hésite donc intérieurement, mais l'hésitation ne porte plus sur le globalisme libéral. Cela, c'est fini, mais le globalisme impérial demeure. Quelle forme cela prendra-t-il? S'agira-t-il d'un équilibre offshore, comme Mearsheimer et Walt le préconisent depuis de nombreuses années, ou bien cela prendra-t-il la forme de l'agenda néoconservateur? Bonjour à tous. Ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec le Dr Richard Sakwa, professeur émérite à l'Université du Kent. Le professeur Sakwa étudie, entre autres sujets, les évolutions politiques en Russie, la politique internationale et la multipolarité. Il est l'auteur du livre très éclairant The Lost Peace, How the West Failed to Prevent a Second Cold War. C'est ce dont nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Richard, bienvenue. Avec plaisir. Richard, tu fais partie de ceux qui, depuis longtemps, affirment que nous avons gâché une formidable opportunité de paix dans les années 90 et qu'il y a eu énormément d'erreurs, surtout en ce qui concerne la Russie. Commençons en 2023, puisque nous parlons aujourd'hui, le 26 septembre. Comment interprètes-tu le tout dernier revirement, ou disons-le la crise de nerfs du président américain à propos de l'Ukraine? C'est comme, OK, l'Ukraine va mener la guerre. Tu peux gagner, tu peux tout reprendre, pas de problème. Et nous allons continuer à te vendre des armes. Et l'Europe, tu dois acheter les armes et les donner. Où en sommes-nous dans cette trajectoire longue et très triste de la guerre en Ukraine? Oui, je pense que lorsqu'il s'agit de Trump, il y a toujours une sorte de double fond à ses éclats, disons-le comme ça. Il y a un niveau superficiel, qui est souvent très troublant, et bien sûr très circonstanciel. J'ai déjà soutenu ailleurs que c'est comme une girouette, cela dépend de la dernière personne qui lui a parlé. Dans ce cas précis aux Nations Unies, il a parlé au président Volodymyr Zelensky. Et aussi, s'il vient juste de discuter avec Keith Kellogg d'un côté, plutôt qu'avec Steve Witkoff de l'autre, et ainsi de suite. Voilà pour le premier niveau. Mais il y a aussi un Trump plus profond. À un niveau superficiel, on a l'impression qu'il commence enfin à se montrer ferme envers Poutine, à se montrer dur envers la Russie, et qu'il soutient pleinement la position de guerre en Ukraine. Le fond du problème, bien sûr, dans ce cas comme dans tant d'autres, c'est que cela pourrait être exactement l'inverse. L'idée ici est l'européanisation de cette guerre. Même si, comme vous le savez, Trump a toujours affirmé que c'était la guerre de Biden, elle était en train de devenir très clairement la guerre de Trump. Et il ne voulait pas vraiment que cela arrive, pour diverses raisons. Il préférerait mener d'autres guerres, comme contre le Venezuela, ou peut-être en Palestine. Il était donc assez évident que d'une certaine manière, le niveau plus profond serait « Très bien, vous les Européens, vous voulez continuer cette guerre. » Et cela doit être mis en relation avec sa déclaration, il n'y a pas si longtemps, dans laquelle il disait que tous les États membres de l'OTAN, pas l'Union européenne, mais les États de l'OTAN, devaient cesser d'importer de l'énergie de Russie et imposer des droits de douane de 100% à la Chine et à l'Inde si elles continuaient à acheter de l'énergie russe et d'autres approvisionnements pétroliers. Voilà le Trump profond. C'est essentiellement pour dire, OK, vous les Européens, vous voulez la guerre, alors prenez-la en charge. Nous paierons peut-être, donc vous achetez nos armes et vous payez pour cela. Mais vous pouvez utiliser nos armes, peut-être un peu de renseignement, d'ISR, de surveillance, etc. Voilà l'argument.
Avec Trump, le premier niveau est toujours totalement incohérent. Le second niveau, en un sens, c'est ce Trump profond, et cela remonte d'ailleurs à ses premiers commentaires politiques dans les années 1980, où il était déjà obsédé par les tarifs douaniers, et il était alors très anti-japonais, un allié. Et bien sûr, cela s'est ensuite déplacé vers la Chine lors de son premier mandat. Il existe plusieurs arguments à ce sujet. L'un d'eux, avancé principalement par un autre YouTuber, Brian Berletic, affirme que ce dont on peut être certain, c'est qu'il y a une continuité dans l'agenda. Les États-Unis continueront de promouvoir une politique hégémonique, de contrôler la planète plus ou moins, puis ils se heurtent de temps en temps à un mur. Ce qui se passe alors, c'est qu'ils se réarment et essayent à nouveau, tout en feignant de s'intéresser sincèrement à renouer leurs relations. Il nous a notamment rappelé le fameux bouton de réinitialisation que Hillary Clinton avait physiquement pressé avec M. Lavrov lorsqu'elle était secrétaire d'État. Et puis il y a l'autre courant qui dit, et donc ce courant affirme, que ce que nous voyons n'est que la dernière version de cette stratégie. Donald Trump et son administration n'ont jamais été sérieux à ce sujet. L'establishment n'est pas sérieux non plus concernant la paix avec la Russie. Ce que nous voyons, c'est simplement, vous savez, une remise à niveau et une préparation pour frapper à nouveau un autre jour, ainsi qu'une division du travail en refilant la guerre aux Européens. L'autre courant de pensée affirme que non, M. Trump est en réalité sérieux, mais qu'il n'est peut-être pas en mesure de tenir ses promesses parce qu'il se retrouve empêtré de différentes manières et qu'il n'arrive tout simplement pas à tenir la promesse selon laquelle, eh bien, je mettrai fin à la guerre en 24 heures. Celle-là, c'est certain. Mais il y a un véritable intérêt. Pourtant, l'état profond pourrait être tel. En plus des Européens et des Ukrainiens qui pourraient être organisés de façon à ce que ce ne soit tout simplement pas possible. Où voyez-vous le problème qui fait qu'apparemment nous ne sortons pas de cette guerre? Je pense que pour répondre à cette question, il faut adopter une perspective plus large, ce que fait Joachim Bellisch et ce que j'essaie moi-même de faire dans mes réflexions et travaux récents sur le sujet. Mon argument principal aujourd'hui serait que, dans une vision d'ensemble, depuis 1945, les États-Unis poursuivent ce que j'appelle désormais le globalisme libéral. John Mearsheimer et Walt Nauter soutiennent qu'après 1989, on parle d'hégémonie libérale. Et bien sûr, Eikenberry et d'autres parlent de l'ordre international libéral, etc. Mais appelons cela simplement le globalisme libéral. Cela a toujours été un engagement, réservé, mais réel, envers le système international fondé sur la charte, envers les Nations Unies, envers le multilatéralisme. Mais le globalisme libéral avait deux visages. Il y avait ce visage de Commonwealth qui consistait à fournir des biens publics. On parle de l'Organisation mondiale du commerce, qui est ensuite devenu ce système commercial ouvert, l'agenda rooseveltien. Mais l'autre facette, c'était l'empire, ce à quoi vous venez de faire référence, l'hégémonie, la domination, et ainsi de suite. Et cela a toujours existé. Le Sénat américain, bien sûr, n'aurait jamais ratifié le traité de l'ONU en 1945, tout comme il ne l'avait pas fait en 1919, si cela avait vraiment dû porter atteinte à la liberté d'action des États-Unis et en effet à leur domination évidente telle qu'elle existait en 1945. Nous avons donc, d'un côté, le globalisme libéral, l'engagement, la construction d'alliances et ainsi de suite. Et Trump, encore une fois, revenons à ce Trump profond. Il n'est pas apparu de nulle part. Bien sûr, son style est unique, anticonformiste, et en effet sans égal, oui, probablement impossible à reproduire. Mais ce qu'il fait, c'est refléter un autre aspect de tout cela. Ainsi, l'ambition aujourd'hui n'est plus le globalisme libéral, mais simplement le bon vieux globalisme impérial. Cela reste du globalisme. C'est là que la tension apparaît,
avec sa base électorale, MAGA, Make America Great Again, et la mouvance America First, les partisans de la retenue à Washington, D.C. Il oscille donc intérieurement, mais l'hésitation n'est plus. Ok, le globalisme libéral est terminé, mais plutôt le globalisme impérial demeure. Quelle forme cela prendra-t-il? S'agira-t-il d'un équilibre offshore, comme Mearsheimer et Walt le préconisent depuis des années, ou bien cela prendra-t-il la forme de l'agenda néoconservateur? Vous avez peut-être vu justement aujourd'hui, par exemple, Robert Kagan, le véritable maître de l'interventionnisme néoconservateur américain, a écrit un article dans The Atlantic soutenant que ces prétendues, incursions de drones en Pologne, MiG au-dessus de la Baltique, bien loin des côtes estoniennes, que c'est maintenant le moment décisif. L'OTAN doit se battre et agir efficacement, sinon la Russie l'emportera. Donc, vous avez les néoconservateurs qui disent cela, et vous avez ces partisans de l'America First de Trump. C'est donc, en un sens, la matrice dans laquelle nous pouvons examiner ces événements récents. Et je pense qu'il est important de le faire. Sinon, cela n'a tout simplement aucun sens. Et bien sûr, tant de choses dans le monde aujourd'hui n'ont pas de sens. Pourquoi avons-nous besoin de ces guerres? Pourquoi avons-nous besoin de ce militarisme constant et ainsi de suite? Et en effet, pourquoi ne pas mettre fin, comme Trump a essayé de le faire, à la guerre en Ukraine? Oui, mais c'est ce que nous essayons de comprendre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette possibilité, à savoir que les personnes au pouvoir sont tout simplement des menteurs, n'est-ce pas? Ils mentent tout simplement. Je veux dire, ils sont en réalité animés par le désir de domination et de pouvoir. Et ils sont plus qu'heureux d'atteindre cet objectif au prix de millions de morts, n'est-ce pas? Et ils nous mentent en face lorsqu'ils affirment que ce n'est pas ce qu'ils recherchent. L'autre chose, c'est que, vous savez, nous pourrions être structurellement piégés dans un système qui ne nous permet pas d'échapper, du moins dans la configuration actuelle, à la violence que ce système produit. Et d'une certaine manière, vous savez, l'argument de John Mearsheimer ressemble un peu à cela, n'est-ce pas? La tragédie de la politique des grandes puissances. Une fois que ces grandes puissances et superpuissances deviennent si puissantes, elles essayent de créer tellement de sécurité pour elles-mêmes qu'elles empiètent nécessairement sur les autres, ce qui provoque alors une réaction. C'est aussi ainsi qu'il interprète la situation. La guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Il ne l'aborde pas du point de vue de ce que la Russie avait le droit de faire ou non. C'est plutôt qu'est-ce que la Russie ferait, évidemment, car les grandes puissances agissent simplement ainsi. Et pour les États-Unis, il était raisonnable d'essayer de dominer complètement l'Europe. Mais ce faisant, on déclenche le dilemme de sécurité et au final, on détruit la sécurité pour tout le monde. Sur ce point, de quel côté es-tu? Comment vois-tu la situation actuelle? Où nous en sommes et vers quoi s'attend-il? Est-ce le système ou bien des personnages sournois qui nous entraînent dans ce massacre de masse? C'est les deux. L'analyse de John Mearsheimer est brillante, mais elle est insuffisante, si je peux me permettre d'être aussi audacieux. Je suis compétent dans mon domaine. Et surtout d'ailleurs, le courage avec lequel il expose ses idées qui vont vraiment à l'encontre du courant dominant. Je pense que ce sont des interventions très importantes. Mais je pense qu'il manque une certaine... Oui, c'est un universitaire classique des relations internationales et il se concentre sur l'anarchie mondiale, etc. La tragédie des grandes puissances dans ce contexte. Cependant, j'emprunte une voie très différente et c'est en fait le cadre conceptuel de mon travail sur la paix perdue. Je soutiens que nous avons établi en 1945, et d'ailleurs nous le célébrons cette année, le 80e anniversaire, la création des Nations Unies. Nous avons donc construit ce système international fondé sur la charte, et la charte elle-même, comme le décrit ma collègue Biljana Vankowska, est l'un des documents les plus gandhiens de l'histoire humaine.
Mais cela est arrivé à la fin de la guerre, la plus catastrophique de l'histoire humaine, en 1945. Quoi qu'il en soit, nous avons ce système international basé sur la charte, et il est important. Personne ne suggère qu'il s'agit d'un gouvernement mondial. Personne ne prétend qu'il dispose de tous ses pouvoirs supplémentaires. Mais il établit le cadre normatif de ce qui est légitime en politique internationale. Et donc, au sein de ce système international fondé sur la charte, nous avons ensuite eu des ordres mondiaux concurrents. Ce ne sont donc pas seulement des questions abstraites de relations internationales. Ce sont des agents très concrets. C'est là que je dis les deux. C'est pourquoi j'ai répondu les deux. Parce qu'il s'agit de questions spécifiques. Les modèles d'ordre mondial. Nous avions autrefois celui de l'Union soviétique, qui s'est effondré en 1989-91, mais nous avons cette chose que je décris depuis un certain temps déjà. Les Russes l'appellent l'Occident collectif. Moi, je l'appelle l'Occident politique. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails sur les raisons pour lesquelles j'utilise ce terme, mais en gros, nous avons ce système de puissance atlantique qui a été établi pendant la Première Guerre froide. Il a été condamné, comme vous le savez, par Eisenhower dans son discours d'adieu, le complexe militaro-industriel, une énorme machine. Et cette énorme machine a été créée pour lutter contre l'une des plus grandes menaces pour ce qu'on appelle l'Occident, sous la forme de l'Union soviétique. Non seulement une puissance géopolitique, mais aussi une puissance idéologique. Le socialisme révolutionnaire, le communisme, appelez-le comme vous voulez, qui avait bien sûr d'énormes répercussions intérieures, comme J. Edgar Hoover à la tête du FBI, aurait été plus qu'heureux de nous le rappeler. Nous avons donc cet Occident politique, cette bête, qui a été créée, même Truman d'ailleurs, après avoir quitté le pouvoir, a mis en garde contre le pouvoir de la CIA. Il y a donc tout un tas de gens qui disent « nous avons créé un monstre ». Oui, et ce monstre a été trop efficace, si l'on veut, pour intégrer l'Europe occidentale dans ce système, le système de puissance atlantique. Ainsi, nos élites, même Giorgia Meloni en Italie, qui vient d'une tradition très différente, mais elle est pro-OTAN. Nous avons donc ce que les Allemands appelleraient la Westbindung, l'ancrage à l'ouest. Donc cette machine, et bien sûr Trump, reflète à nouveau ce point de vue aux États-Unis. Pourquoi avons-nous besoin de cet Occident politique? Pourquoi les États-Unis ne suivraient-ils pas leur propre voie, etc. Donc, vous savez, je travaille actuellement sur un livre intitulé « L'ascension et la chute de l'Occident politique ». Et bien sûr, ça commence maintenant à s'effilocher à la fin. Mais c'est pas qu'ils mentent. Ils mentent sans arrêt. Ils sont complètement de mauvaise foi. Par exemple, cette idée que ces 3 MiG seraient intervenus, ils étaient à 3 kilomètres au nord de cette île de Vandlou, qui se trouve à 12 kilomètres de la côte estonienne. Et Kagan, dans son article dans The Atlantic, affirme que l'attaque a eu lieu sur le territoire estonien. C'est un mensonge. Au mieux, c'est trompeur. C'est un mensonge public. Donc en Angleterre, nous avons des lois. Donc je dis qu'il se trompe peut-être sur ce point. Non, non, tu l'as bien dit. Parce qu'il faut encore une fois différencier les niveaux, n'est-ce pas? D'un côté, ils mentent sur le simple fait de ce qui s'est passé. De l'autre, ils sont d'une certaine manière d'une honnêteté presque grotesque en ce qui concerne leur idéologie, tu vois. Le mensonge est lié à la façon dont ils veulent que le monde soit, non pas tel qu'il est, mais tel qu'ils imaginent qu'il devrait être perçu pour être du bon côté de l'histoire. Parce que Kagan est, je veux dire, c'est le pape des néoconservateurs, non? Et il diffuse constamment ces interprétations erronées, ces contre-vérités délibérées ou ces lectures sans vérité du monde. Mais tout cela alimente la façon dont les néoconservateurs perçoivent ce qui devrait arriver ensuite. Et tout cela aboutit à la domination de l'Occident politique, comme tu l'as dit.
Il est en effet le pape, l'archevêque de Canterbury et tout le monde, le grand mufti des néoconservateurs. Absolument. Et c'est un projet guidé par l'idéologie et bien sûr un projet de pouvoir visant à maintenir la domination et l'hégémonie des États-Unis. Et bien entendu, cela s'éloigne de plus en plus de la réalité, ce qui le rend de plus en plus pathologique, si l'on veut. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Plus précisément, par exemple, l'une des manifestations est qu'aux États-Unis, nous avons les néoconservateurs qui essayent de rallier Trump à leur camp, alors que nous pensions avoir Lael Vance, celle des America First. Et il y a actuellement une grande bataille à Washington entre ces deux courants. En Europe, malheureusement, nous n'avons même pas un débat aussi riche. Nous ne l'avons pas. À la place, notre classe dirigeante européenne est désormais consumée par une fièvre guerrière et une russophobie d'un niveau tel que, même à Washington, comme l'a écrit un article, on s'en inquiète, la estonianisation de la politique étrangère occidentale. C'est-à-dire cette russophobie revancharde et violente, ce jusqu'au boutisme belliqueux, tant que ce sont d'autres qui se battent. Je veux dire, la courageuse petite Estonie avec ses 4000 soldats ne va pas affronter la Russie toute seule. Mais si elle peut entraîner Washington, alors c'est tout bénéfice. Bien sûr, ce serait la fin de l'humanité dans une troisième guerre mondiale, mais c'est un petit prix à payer si l'on peut vraiment cogner ces affreux moscovites. C'est de la folie. Oui, c'est de la folie. Mais c'est vraiment intéressant de voir comment la folie fonctionne en réalité. L'un des moyens par lesquels cette folie opère aujourd'hui, là où la queue commence à mordre le chien, c'est que les Européens, qui ont été complètement capturés idéologiquement, poussent désormais pour des politiques qui auparavant étaient utilisées comme un robinet, un peu ouvert, un peu fermé, n'est-ce pas? Venus des États-Unis, parfois un peu plus, parfois un peu moins de néoconservatisme. Et maintenant les Européens disent « non, 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 il faut aller jusqu'au bout ». Et puis bien sûr, il y a encore l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, les pays baltes. Et nous avons une chef de la diplomatie européenne qui est estonienne. Et je ne cesse de le répéter, c'est la fille, née en Union soviétique, d'un apparatchik communiste. Et c'est elle qui mène maintenant la charge contre les héritiers à Moscou de l'ancien système. Ils sont clairement différents, mais il est difficile de saisir toutes ces couches de sens et d'idéologie. Pouvez-vous peut-être en parler? J'apporte deux réponses à cela. La première, c'est que ces élites européennes profondément américanisées sont aujourd'hui très déçues, bien sûr, de voir que l'Amérique est en train de se désaméricaniser, dans l'Amérique à l'ancienne, si je puis dire. Elles veulent donc poursuivre la croisade même malgré les États-Unis. Elles sont tellement américanisées, tellement intégrées à cet Occident politique, que même si les États-Unis font défection, comme c'est en partie le cas sous Trump, elles continueront la croisade jusqu'à son terme. Et cela conduit à ce que, parce que c'est mimétique, si l'on veut, c'est secondaire, c'est plus irresponsable que la source première, qui était Washington, laquelle, comme vous le dites, maintenait toujours un certain niveau de diplomatie. Même sous Biden, vous savez, il était assez clair qu'il n'allait pas intensifier la guerre en Ukraine jusqu'à un niveau de troisième guerre mondiale. C'est pourquoi, bien sûr, Kagan attaque Biden pour ne pas être allé jusqu'au bout. Pourquoi n'ont-ils pas mené une guerre totale contre la Russie dès le début? Et c'est énorme, vous savez. Quand viendra le temps de chercher des coupables pour l'Ukraine, ce sera l'un des grands thèmes. Donc c'est irresponsable, parce que la responsabilité a toujours été déléguée à Washington. Les puissances européennes n'avaient pas à être responsables de la guerre et de la paix. Nous laissons cela à nos maîtres et seigneurs à Washington. Voici donc le premier argument. Dire que ces pathologies du westernisme politique tardif sont plus dangereuses sur notre continent européen en tant que stade final.
Mais bien sûr, cela va être détruit de toutes sortes de manières. Le deuxième grand argument que j'avancerai, et c'est un peu plus controversé, et j'y travaille, c'est de dire que ce type de comportement de la part de l'Estonie, de la Pologne, de ces élites post-communistes, et bien sûr de Landsbergis en Lituanie, a constitué une violence très profonde en Lituanie, en particulier depuis longtemps. Et c'est précisément cela, le caractère de la fin de la guerre froide et de ces révolutions post-communistes entre 1989 et 1991. Je les considère maintenant, ainsi que la faillite intellectuelle de ces moments. Ce n'était pas, en 1989, vous savez, clairement, la fin de la domination soviétique. Et beaucoup de gens l'auraient accueilli favorablement. Et j'ai moi-même salué l'émergence de ce que nous pensions être des États fiers, merveilleux et démocratiques. Au lieu de cela, ce qui s'est produit, c'est que la manière dont le communisme a été dépassé, je la qualifie aujourd'hui de révolution négative. Il s'agissait simplement d'une fuite de quelque chose. Et c'est là l'idée de la mélancolie. Que ces pays auraient été d'une certaine manière détournés ou kidnappés, ce qui est tellement primitif et imbécile pour être tout à fait honnête. Il s'agissait de pays aux histoires complexes, aux structures complexes. Dans les années 1930, la Pologne en particulier n'a pas su s'engager dans la mise en place d'une sécurité collective et porte donc une grande part de responsabilité. Et bien sûr, les Britanniques qui ont toujours soutenu cela, contrairement aux Français, qui ont tenté d'établir cette petite mini-entente des pays d'Europe centrale pendant l'entre-deux-guerres. Autrement dit, pour comprendre la seconde partie de ma réponse, il faut remonter un peu plus loin afin de saisir la trajectoire de l'Europe de l'Est en tant que projet géo-idéologique. Et 1989 a radicalisé un certain élément de cette vision qui porte aujourd'hui un fruit très empoisonné. En d'autres termes, le positif, c'est-à-dire des États indépendants, la Géorgie, l'Arménie, merveilleux, qui pourraient s'y opposer, mais ensuite leur échec. Et parce que la bonne conquête se poursuit, ce qui correspond à certaines de ces politiques catastrophiques des années d'avant-guerre, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle guerre froide. C'est même l'échec de l'entente, de la sécurité collective et d'un engagement diplomatique approprié, du type qui est au cœur du système international de la Charte, l'internationalisme souverain. C'est-à-dire que vous avez des États souverains, mais ils se réunissent par la diplomatie, le dialogue, le multilatéralisme pour établir des relations stables entre eux. Le système international de la Charte, le tout premier principe est, et bien sûr suivi par beaucoup d'autres, la non-ingérence dans les affaires d'autres États et un cadre pour le multilatéralisme. Cela ne veut pas dire abandonner les valeurs normatives et les droits humains. Bien sûr que non. Mais la question, c'est comment on s'y prend. Oui. Et vous savez, actuellement, il me semble, enfin, j'ai récemment commencé à réfléchir à ce que les États-Unis essaient de mettre en place, et peut-être que l'Occident politique essaie de mettre en place. Ce n'est pas une idée de sphère d'influence, mais plutôt une sphère d'ingérence. C'est comme si les États-Unis, en particulier, revendiquaient le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures par des moyens très sophistiqués qu'ils ont développés au fil du temps, y compris tout le réseau des ONG, le financement via le NED et l'USAID, etc. Et en mêlant, vous savez, l'influence directe sur les médias et la société à des projets bienveillants, n'est-ce pas, pour aider les États à mener des projets de société civile. Et certains d'entre eux sont acceptables. Je veux dire, l'USAID mène d'excellents projets pour aider les agriculteurs au Paraguay, c'est indéniable. Mais il dispose aussi des médias et d'une certaine manière de tout l'appareil d'influence. Et en un sens, la question est de savoir jusqu'où cette influence peut aller et où elle s'arrête. Concernant l'Ukraine, nous sommes prêts à nous battre aux côtés des Ukrainiens, jusqu'à la mort des Ukrainiens et des Russes. Et puis, il y a toutes ces autres dimensions,
qui explique pourquoi cela profite aux États-Unis, et bien sûr au détriment de la Russie. Mais cette idée selon laquelle nous devrions avoir le droit d'intervenir, comment la percevez-vous? En ce qui concerne l'USAID et toutes les autres agences humanitaires, mon avis est que l'USAID représentait un mélange classique du bon, du mauvais et du pire. Je ne saurais pas dire comment répartir les proportions, mais sincèrement, certains me critiquent pour cela. Je dirais qu'environ 70% du travail de l'USAID était bon. Il s'agissait de soutenir des programmes contre le sida, la prévention du VIH, l'accès aux soins de santé pour les femmes, etc. Des initiatives remarquables et des programmes alimentaires. C'était très important et formidable. En fait, il faut rendre hommage à la générosité des États-Unis pour tout le bien accompli au fil des années. Mais le mauvais côté, bien sûr, c'est la tentative d'ingérence politique, qui était vraiment injustifiée et catastrophique, et qui évidemment a ensuite un effet boomerang et détruit le bien positif accompli. Et une partie était même négative, parce que, j'allais entrer dans les détails sur la façon dont une partie de cette aide était liée à l'avortement, aux droits des femmes, etc. Mais nous n'allons pas entrer dans ce débat. Et le côté laid, en particulier, est associé aux ONG. Par exemple, nous avons, vous savez, classiquement, les chiffres sont contestés, mais dans la petite Géorgie, un pays d'environ 3 millions d'habitants, il y avait près de 30 000 ONG. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez ce réseau dense. Et bien sûr, nous avons vu après la fermeture de l'USAID combien d'ONG ukrainiennes, dites de la société civile et d'organisations médiatiques ont été fermées. Tout cela a été intensément déformé par cette situation. Voilà donc le bon, le mauvais et le pire. Essayons de préserver le bon et d'éliminer le mauvais et le pire. Mais la question plus large que vous soulevez est absolument cruciale. Et pour y répondre, oui, en effet, après 1989-91, avec la fin de l'ordre mondial soviétique et l'absence de concurrents de même niveau, l'Occident politique s'est radicalisé de façon spectaculaire. Il a prétendu être universel. En d'autres termes, il a usurpé les prérogatives du système international de la Charte et des Nations Unies. Et c'est pourquoi ce concept de l'ordre fondé sur des règles est pertinent, car il signifie explicitement que nos règles dominent et priment sur le droit international. Nous inventons les règles au fur et à mesure. Nous pouvons bombarder la Yougoslavie quand nous le décidons. Nous pouvons envahir illégalement l'Irak en 2003 avec la coalition anglo-saxonne. Mais nous faisons les règles au fur et à mesure. Nous avons ce prétendu universalisme qui était faux, bien sûr, car le véritable universalisme appartient aux Nations Unies et au système de la Charte. C'était une usurpation. Et bien sûr, il existe une tension entre ces deux aspects. Il faut également noter que cet universalisme n'est pas seulement caractérisé par le deux poids, deux mesures, mais que cette duplicité lui est intrinsèque et inhérente, car par définition, il s'agit d'un faux universalisme, ce qui signifie qu'il sera forcément sélectif et arbitraire. Nous soutenons des massacres de masse, pas soutenons, mais les approuvons de fait, à Gaza ou auparavant en Arabie Saoudite, parce qu'ils sont nos alliés. Mais nous avons renversé une élection démocratique au Chili en 1973 et bien d'autres choses encore. Et bien sûr, cela s'est radicalisé après 1989. Ce qui n'était qu'occasionnel auparavant est devenu systémique après 1989-91, et nous vivons aujourd'hui avec les conséquences. Cette idée selon laquelle les pays doivent choisir, soit vous êtes avec nous, soit contre nous, reproduit la logique la plus banale de la pensée de la guerre froide. L'Occident politique est un corps qui impose cela, et il n'est même pas satisfait, bien sûr, d'avoir généré la guerre, le conflit et la division en Europe. Il veut désormais étendre ses magnifiques bienfaits à l'échelle internationale, vers la région Asie-Pacifique, en ciblant non seulement la Chine, mais aussi, en fait, en provoquant un conflit autour de Taïwan. Nous l'avons vu plus tôt.
Il s'agit donc effectivement d'une universalisation de la NATOisation de l'Union européenne. Et maintenant, bien sûr, il y a Birmingham Grape Hemp NATOide Asie-Pacifique. Ce sont des stratégies de pure confrontation, n'est-ce pas? Comme si c'était un jeu à somme nulle. Ce sera soit à nous, soit à eux, n'est-ce pas? On perd tout espace conceptuel, pour ce que dans les années 90, nous avions encore avec les visions d'une maison européenne commune. Comme l'a dit Gorbatchev, Bush en avait une version légèrement différente. C'était l'Europe entière et libre. L'Europe entière est libre. C'était la version de Bush dans son discours de Mayence. Et il faut qu'on aborde ce sujet. Il faut qu'on s'y plonge. Mais laissez-moi d'abord vous poser cette question. D'où cela vient-il? Parce que je veux dire, vous avez dit que c'est une logique de guerre froide. Mais on retrouve cette logique à chaque fois qu'il y a de grands conflits. Surtout si l'on regarde l'histoire européenne, on la retrouve tout le temps. J'ai étudié cette question de la neutralité, n'est-ce pas? Et la chose la plus courante qui se produit quand l'une des grandes puissances entre en guerre, c'est que les Européens disent toujours « Si tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ». Par conséquent, les guerres sont toujours aussi des conflits pour écraser les neutres ou les rallier à son camp afin de s'assurer d'avoir l'alliance la plus large possible et que l'autre n'ait rien, n'est-ce pas? Et c'est généralement le plus fort qui essaie d'écraser les neutres, car le plus faible a davantage à gagner structurellement en les maintenant neutres. Et cela remonte très loin jusqu'à la Grèce antique. Le dialogue des Méliens, c'est en fait les Athéniens qui disent aux Méliens « Vous n'avez pas le droit d'être neutre. Soit vous combattez avec nous, soit nous vous tuons tous. » Et ensuite, il s'agit de la façon dont ils ont fini par tous les tuer. Parce que les Méliens, et c'est là que l'école réaliste dit qu'on en tire la leçon, les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Mais l'autre point, c'est que non, en fait, nous n'acceptons pas les neutres. Est-ce une particularité culturelle de l'Occident politique, qui remonte à très loin, ou est-ce une caractéristique globale de notre humanité? Je dirais donc que tout d'abord, concernant la guerre froide, vous avez tout à fait raison de dire que même si l'on peut identifier certaines pathologies liées au comportement de la guerre froide, on ne peut jamais affirmer que le concept de guerre froide englobe tout dans la politique internationale, ni même qu'il soit applicable à des conflits comme celui de la Palestine. Bien sûr, cela n'a peut-être pas été aidé pendant la première guerre froide. Et ces divisions entre grandes puissances n'aident pas aujourd'hui. Mais assurément, la guerre froide ne couvre pas tout. Sur ce point, je nuancerai un peu plus les arguments. Nous avons cet Occident politique qui, à mon avis, est un élément tangible. C'est quelque chose de vraiment clair. Cela décline maintenant, le défi trumpien à cela, et les Européens qui essayent de maintenir l'Occident politique par d'autres moyens, et ainsi de suite. C'est ainsi que je le conçois. Cependant, il y a un deuxième niveau, avant d'aborder un troisième niveau, qui est la guerre du Péloponnèse. Le deuxième niveau, c'est que, dans tous nos conflits, vous savez, on parle d'un jeu à somme nulle. C'est que nous avons un Occident politique, mais nous avons aussi un Occident civilisationnel. Alan Freeman l'appelle l'Occident colombien. Cela remonte à 1492, la soi-disant découverte de l'Amérique. En d'autres termes, nous parlons d'un Occident colonial et impérial, dans lequel ils ont effectivement insisté pour que leurs normes, leur idéologie, qui était bien sûr le christianisme, soient les seules valables. Et donc, vous savez, c'était une imposition très violente, vous savez, contre les Mayas, les Aztèques, etc., et les peuples autochtones du monde entier. Donc cela, et bien sûr, beaucoup de choses ont été faites sous couvert du positif, comme vous le dites, la mission civilisatrice. Voilà ce que nous faisons.
nous apportons la lumière. Et bien sûr, sous une autre forme, cet Occident politique fait la même chose. Et pendant la guerre froide, nous étions du bon côté de l'histoire, comme vous l'avez mentionné plus tôt, tous ces arguments. Mais il y a une pathologie plus profonde dans cet Occident civilisationnel. Et en effet, je me trouve alors dans un autre débat sur lequel j'essaie de travailler. Est-ce que ce type de modernité, la modernité occidentale, qui comporte cet élément conflictuel, qui est très différent du type de modernité proposé aujourd'hui par nos amis en Inde et en Chine et en Indonésie et dans tant d'autres pays. De nombreux pays africains le disent aussi, que cette modernité occidentale, par définition, est, comme vous le dites, à somme nulle. Aucune place pour la neutralité, aucune place pour une vision de paix et de développement, comme cela est en quelque sorte inscrit dans la charte du système international. Donc cela est bien sûr au sommet de l'impérialisme libéral, John Stuart Mill, et ainsi de suite qu'il faut utiliser des mesures dures pour, vous savez, l'impérialisme libéral, et ainsi de suite. Nous pourrions continuer ainsi longtemps. Mais il faut souligner que cela est également remis en question aujourd'hui. La Russie, la Chine, l'Inde et d'autres encore contestent les tentatives de l'Occident politique de militariser la sécurité de la région Asie-Pacifique. Ils remettent aussi en cause, de manière plus profonde et fondamentale, cet Occident civilisationnel, son histoire de colonialisme, d'impérialisme, le terme chinois du siècle d'humiliation. Mais il y a un troisième aspect. L'Occident civilisationnel, d'une certaine manière, remonte, si l'on veut, à la guerre du Péloponnèse. Mais il existe un Occident culturel, qu'on ne pourrait pas vraiment appeler l'Occident, alors appelons-le une Europe culturelle. Celle-ci remonte effectivement à une civilisation gréco-romaine, à la civilisation judéo-babylonienne chrétienne. J'évoque Babylone précisément parce qu'il y a environ 2000 ans, Babylone, la Perse, bien sûr, il y avait des hausses d'impôts et ainsi de suite. Mais en mettant de côté la simple question de la sécurité, la fécondation croisée des civilisations, nous commençons seulement maintenant à comprendre à quel point elle a été profonde. Ainsi, notre Europe culturelle a toujours été un dialogue intercivilisationnel. Et je soutiens aujourd'hui que, pour tenter de transcender à la fois ce type de modernité représenté par un Occident civilisationnel et ce type de conflit à somme nulle ancré dans l'Occident politique que les Européens ont désormais adopté en bloc, il renie ce qui est peut-être le meilleur de notre nature, à savoir notre culture européenne, qui a toujours été en dialogue avec le Sinaï, l'Indus, les civilisations babyloniennes, perses et d'autres encore. Et c'est cette vision que nous devons maintenant revitaliser. Et bien sûr, je pense que la manière la plus immédiate d'y parvenir est de revenir au système international de la Charte de 1945, qui n'appartient pas à l'Occident. Oui, les États-Unis et Roosevelt y ont joué un rôle très important, mais la Chine, l'Union soviétique et d'autres y ont également contribué. Autrement dit, la situation n'est pas désespérée. Nous devons revenir aux racines les plus profondes, qui ne se limitent pas au dialogue mélien, et ainsi de suite, ce qui est remarquable chez Thucydide. Mais il existe d'autres aspects, d'autres traditions, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Oui, non, c'est très bien que tu dises ça. Je suis vraiment content. Il est facile de sombrer dans le pessimisme et la morosité face à la situation actuelle. Mais j'espère vraiment que tu as raison et qu'il existe effectivement la capacité de nous sortir de là. Parce qu'on a déjà vu ça, non? On a vu comment on passe d'une grande crise et d'un grand danger, un danger vraiment existentiel, comme la crise des missiles de Cuba en 1962 par exemple. Ensuite, on entre dans des périodes de détente. Et on a déjà vu ça aussi. Je veux dire, le long 19e siècle a été extrêmement violent, parce que l'Europe a littéralement pris le contrôle de la planète entière et massacré des millions de personnes en dehors de l'Europe. Mais à l'intérieur de l'Europe, ils ont quand même réussi à créer quelque chose, le système du concert, qui a plus ou moins maintenu une certaine forme de paix.
Et une seule fois, que cela a cédé, ça s'est transformé en guerre mondiale à cause des colonies que ces États horribles avaient accumulées partout. Mais l'essentiel, c'est que nous passons de grandes conflagrations à des périodes de réelle coopération, de collaboration. Et pendant la guerre froide, le summum de cela fut bien sûr l'acte final d'Helsinki en 1975, 5 ans du processus de la CSCE. Et dans les années 1990, à nouveau, on voit comment il y avait cette vision de créer quelque chose. Puis encore une fois, nous avons réussi à perdre cela. L'Occident politique, ou peut-être même l'Occident culturel, s'est à nouveau perdu dans quelque chose qui a mené à la conflagration actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Peux-tu peut-être aussi expliquer cela? Tout d'abord, concernant le catastrophisme, il risque effectivement de devenir une prophétie autoréalisatrice. Nous revenons toujours, et je le fais depuis de nombreuses décennies, à l'optimisme de la volonté et au pessimisme de l'intellect, selon Gramsci. Et je pense que nous, en tant qu'intellectuels, avons une responsabilité d'ailleurs, et particulièrement dans notre domaine des affaires publiques, que notre travail, c'est-à-dire, c'est peut-être normatif, mais c'est aussi éthique, implique qu'il doit y avoir une éthique de la science politique et des sciences sociales. Malheureusement, bien sûr, en remontant à Weber, il existe une distinction entre les valeurs et les faits. Mais, vous savez, j'ai toujours remis en question cette distinction. Je veux dire, bien sûr, il y a une distinction, et nous ne pouvons pas confondre les niveaux d'analyse. Mais c'est tout un autre discours. Mais pourquoi, en un sens, est-ce que je maintiens assurément un engagement dans les affaires publiques? Et vous savez que j'ai raison ou tort. Il est clair que ce que je fais, c'est mettre en avant un cadre conceptuel dans lequel nous ne devons pas simplement revenir à cette Europe culturelle, mais affirmer que même au sein de nos propres sociétés, il existe un meilleur Occident qui lutte aujourd'hui pour émerger. Et nous le savons à travers tant d'interactions avec nos amis, de discussions, de débats intellectuels. Malheureusement, nous risquons d'être annulés et réprimés de toutes sortes de manières. Mais ça, c'est une chose. Mais comme vous le dites, avec une perspective plus large, votre question, dire que, comme vous le soulignez, tout cela s'est aujourd'hui réuni dans un maelstrom extraordinairement dangereux. Le fait est que la première guerre froide était relativement facile à comprendre. C'était une contestation géopolitique et idéologique entre le communisme et le capitalisme, etc. Ce n'était jamais tout à fait cela, mais au moins, c'était une façon de l'appréhender. Alors, quels sont les grands enjeux aujourd'hui? Et c'est pourquoi, quand on a un type comme Michael McFaul et son nouveau livre sur l'autocratie contre la démocratie, qui est une reprise de l'ancien jeu avec de nouveaux termes, c'est intellectuellement vide, à mon avis. Et bien sûr, cela conduit au militarisme. Et d'ailleurs, le militarisme est l'un de ces éléments qui se trouvent au cœur même de l'Occident politique. Vous savez, l'Europe, en quelque sorte, s'est démilitarisée après la fin de la guerre froide. Elle a profité de ce dividende de la paix. Washington n'en a jamais été satisfait. Et aujourd'hui, cela revient en force, précisément au moment où, et je vais vraiment prendre le taureau par les cornes, quelle est l'essence de notre conflit avec la Russie? De l'Occident avec la Russie? Est-ce idéologique? Est-ce territorial? Ou s'agit-il de cette vision? Et c'est ainsi que nous revenons à la paix perdue, car après 1989, nous aurions pu si facilement établir un cadre pour la paix et le développement. Si seulement nous avions pu, il y a plusieurs éléments. L'un des plus importants était, vous l'avez mentionné, la maison commune européenne. En d'autres termes, un ordre de paix pancontinental de Lisbonne à Vladivostok. Washington n'allait jamais permettre cela, n'est-ce pas? Ils l'ont dit explicitement. Ils ont dit clairement que l'OTAN devait être maintenue comme instrument de la vassalisation continue de l'Europe occidentale.
Les dirigeants d'Europe occidentale ont pour la plupart accepté cela, à l'exception de Charles de Gaulle, qui n'aimait pas vraiment cette idée. Et à certains moments, Margaret Thatcher pour lui rendre justice, ainsi que certains dirigeants allemands pendant l'Ostpolitik. Donc il y a la ligne de l'Ostpolitik. Et bien sûr, nos amis à Washington ont tout fait pour la saper, y compris en interrompant la relation énergétique. Et donc ils gagnent. Washington a gagné. Mais malheureusement, ce ne sont pas les mondialistes libéraux qui se couvrent de lauriers, mais bien notre ami Donald G., qui en récolte les fruits, en amenant l'Europe à faire ce qu'il voulait. Militariser, ce discours sur les 5% est une folie. Militariser, entretenir un conflit permanent avec la Russie, dépendre énergétiquement des États-Unis, se désindustrialiser afin de constituer une force permanente en tant qu'elle subalterne dans la lutte contre les puissances asiatiques, la Chine et l'Inde. Eh bien, du point de vue de Washington, c'est gagnant-gagnant-gagnant sur toute la ligne. Du point de vue européen, c'est absolument catastrophique. Et si peu de voix en Europe expriment une véritable logique post-communiste, post-guerre froide, d'un authentique internationalisme social, où sont nos mouvements pour la paix? Où sont toutes ces visions de changement? Oui, il y en a à la marge. En Allemagne, on tente de créer un nouveau parti. Au Royaume-Uni, il y a votre parti Corbyn et Zara Sultana. Et on le voit ici et là, à divers endroits. Mais c'est très complexe. Où est cette paix, ce programme pancontinental? Et bien sûr, la Russie est désormais présentée comme l'ennemi existentiel éternel. Ce n'est pas le cas. Les 150 millions de personnes vivant aujourd'hui en Russie sont fondamentalement des Européens, avec les mêmes valeurs, les mêmes codes moraux, et à certains égards, plus tolérants et plus ouverts. Bien sûr, le régime est une autre question, et c'est un autre débat. Mais l'idée qu'ils seraient d'une certaine manière des ennemis existentiels de l'Europe et de l'Occident politique est complètement fausse. C'est assez amusant, car les Russes sont tout à fait capables de débattre de cela et de discuter de tous ces sujets, y compris du système politique. Et on voit par exemple que Glenn Diesen a reçu l'autre jour sur sa chaîne le rédacteur en chef de Russia in Global Affairs. Fyodor Lukyanov. Oui, je pense que Fyodor Lukyanov, ils sont tout à fait capables de discuter de cela, des avantages et des inconvénients des systèmes plus ou moins autocratiques, et ainsi de suite. C'est l'Europe occidentale, enfin les Américains aussi. Les Américains sont capables de discuter de ce genre de choses. En effet, les Européens non. Les Européens c'est tout ou rien. Tu es avec nous ou contre nous. Et si tu n'es pas avec nous, alors tu es une marionnette de Poutine. Et surtout en Allemagne. Tu vas être, je veux dire, c'est fini pour toi. Et je suis très inquiet pour un collègue allemand que j'ai eu récemment sur ma chaîne, Jonas Tögl. Il est assez jeune, c'est un très bon universitaire qui étudie la propagande, et maintenant il parle en fait de ses découvertes sur sa chaîne YouTube. Mais il est encore en Allemagne. Je veux dire, je m'inquiète pour les gens qui critiquent le système de l'intérieur. Oui, vous avez tout à fait raison de dire que la sphère publique aux États-Unis est dynamique. Il y a un immense débat. Il se passe énormément de choses positives. Je veux dire, je ne peux pas toutes les énumérer, mais par exemple, le Quincy Institute for Responsible Statecraft, avec Anatole Lieven, Nicolas Petro et tant d'autres qui y sont associés, qui a vraiment, James Corden, la liste est interminable. Et en Russie aussi, les débats sont vraiment ouverts. Je veux dire, je dirais simplement que je participe au Club Valdai depuis de nombreuses années. Mais aussi, par exemple, ils ont ce programme à l'IMEMO, l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales, un institut bien connu de l'Académie des sciences de Russie. Ils organisent ces lectures Primakov auxquelles j'ai assisté en juin et les débats étaient excellents, vraiment incroyables. Le niveau d'ouverture, de remise en question, de réflexion
et de profondeur intellectuelle à tous les niveaux était tout simplement remarquable. Et il en va de même pour le Valdai d'ailleurs. C'est encore un format relativement libéral. Mais voilà la tragédie. Notre discours, notre sphère publique au Royaume-Uni et en Europe de manière générale sont totalement anéantis, totalement obtus. Et en effet, nous avons été relégués dans les marges. Et ceux qui osent vraiment s'exprimer, je peux vous le dire, et je ne l'ai jamais caché, une procédure antiterroriste a été engagée contre moi personnellement. Pas possible, vraiment? Oui. Donc je fais maintenant l'objet d'une enquête par ce qu'on appelait autrefois la Special Branch au sein du Home Office. Mais qui sait? Nous ne pouvons même pas nommer l'organisme qui lance cette procédure aujourd'hui. C'est tellement vague et amorphe parce que j'ai participé à des entretiens médiatiques en Russie et en Chine, car je vais en Chine dans quelques semaines. Et donc maintenant, c'est vraiment primitif et bien sûr intimidant. Et il y a Robert Skidelsky, d'ailleurs, Lord Robert Skidelsky, qui était l'un de ces penseurs courageux et indépendants en tant que membre de la Chambre des Lords, qui a également été détenu et interrogé en vertu des mêmes dispositions, la loi antiterroriste de 2019. On croirait rêver. Et malheureusement, même en parler d'ailleurs, expose à un risque de sanction. Je veux dire, au bout du compte, c'est bien sûr un signe de faiblesse. Un système fort n'a pas besoin de contenir ses critiques, n'est-ce pas? Parce qu'il peut les tourner en dérision ou les ignorer. Donc c'est un signe de faiblesse, mais c'est aussi un signe de cet effondrement, et de cet effondrement général européen, qui est extrêmement, je veux dire, dangereux à un niveau personnel. Et c'est dommage pour ceux d'entre nous qui vivent en Europe, ou qui ont de la famille en Europe. Est-ce que tu vois des signes? Parce que nous sommes aussi optimistes. Nous ne voulons pas renoncer complètement à l'optimisme. Est-ce que tu vois des signes que cela pourrait, d'une certaine manière, se corriger? Pour moi, en ce moment, ce qui se passe avec la Palestine, et en fait, ces manifestations de masse, et aussi, maintenant, les réactions forcées des pays occidentaux à cela, c'est pour moi un premier signe que non, certaines choses ne peuvent plus être complètement ignorées. Oui, il y a toujours de la place pour, je ne suis même pas sûr que le mot soit optimisme, mais un certain courage de l'engagement intellectuel persistera. Et comme vous le dites, finalement, la tendance pourrait même s'inverser concernant la question palestinienne. Et vous savez, encore une fois, n'ayons pas peur d'aborder la question centrale. Nous avons une guerre majeure à nos propres frontières, en Ukraine. Et cela vraiment des gens comme moi, qui ont appelé à la paix dès le début. Mais bien sûr, nous aimerions voir, nous devons agir. Je suis d'ailleurs très pessimiste quant à la façon dont tout cela va se dérouler. J'ai le sentiment que les puissances d'Europe occidentale se sont tellement investies et enlisées dans le projet ukrainien. Et bien sûr, les Ukrainiens eux-mêmes ont tellement efficacement supprimé les voies alternatives au sein de leur propre communauté politique qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Mais, vous savez, pouvons-nous revenir en arrière? Car en 1945, nous avions les grandes lignes d'un ordre mondial plus coopératif. Et nous avons tout gâché. Et en 2 ans, nous étions en pleine guerre froide. Et bien sûr, les origines de la première guerre froide font l'objet de nombreux débats. Et nous avons de nouveau échoué en 1989-91, très clairement, à cause de l'élargissement de l'OTAN et ainsi de suite. Même Zbigniew Brzezinski, qui était favorable à l'élargissement de l'OTAN, disait qu'il fallait un traité de sécurité globale avec Moscou. Il l'écrit dans son livre de 1987, Le Grand Échiquier. Sommes-nous proches d'un nouveau point d'inflexion? Je le pense. Je crois que le phénomène trumpien reflète le fait que les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Les Européens tiennent à conserver les anciennes méthodes, les anciennes façons de penser, comme le dirait Gorbatchev. Où est la nouvelle pensée? Nous n'avons pas besoin de nouvelles pensées.
Nous avons simplement besoin de réaffirmer les principes inscrits dans la charte du système international. Il n'existe pas d'idées alternatives ou de nouveaux systèmes en attente dans les coulisses. Après Versailles, après la Société des Nations, il y avait une compréhension de la nécessité d'un équilibre entre un comité des grandes puissances et un comité fédératif, l'Assemblée générale des Nations unies. Nous l'avons aujourd'hui. Notre tâche aujourd'hui est de faire revivre la vision de 1945, en effet, l'esprit de 1945. Et nous le voyons dans les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le rapprochement entre l'Inde, la Chine et la Russie, et bien d'autres encore. Lula da Sla au Brésil. Since la réside m'estimisme. Oui, et on le voit aussi dans le discours politique, n'est-ce pas? La seule chose qui rassemble pratiquement tout le monde, c'est que personne ne remet sérieusement en question les Nations unies en tant qu'idéal, en tant qu'idée et en tant que charte, n'est-ce pas? Je dois interrompre. Deux pays le font, Israël et l'Ukraine. L'Ukraine, d'accord, pour l'Ukraine, je devrais vérifier. Israël, oui. Les États-Unis veulent des réformes. Surtout, ils veulent que les escalators soient réparés depuis la semaine dernière. Les téléphones, oui. Mais la Chine et la Russie sont complètement d'accord. Tous les autres sont d'accord. Le multilatéralisme est une bonne chose, et c'est la voie à suivre. Donc tout le monde reconnaît en fait que le renforcement des normes en droit international est positif et que les approches multilatérales sont bénéfiques. Comment y parvenir est une autre question. Désolé, j'avais encore une idée à ce sujet. Personne ne remet en cause les principes du système de charte. Non, pas sérieusement. Nous savons qu'il a ses défauts, mais nous le comprenons tous intuitivement dès le départ. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que je soutiens depuis plusieurs années maintenant, précisément que personne ne rejette cela. Et tous ces grands documents qui paraissent, les déclarations conjointes avec la Russie, la Chine, l'Inde, tous, ainsi que le Sud global, font constamment référence précisément aux principes de 1945. Par conséquent, ils remettent implicitement en cause l'appropriation par l'Occident politique de l'impartialité et de l'universalité des Nations unies. Oui, ils crient, et en particulier aussi les États africains. Commencez à tenir vos propres foutues promesses. Arrêtez la langue de bois et vos doubles standards, et ainsi de suite. Peut-être une chose de plus sur laquelle j'aimerais avoir ton avis, c'est que lorsque nous parlons avec des collègues comme Radhika Desai, qui sont des universitaires marxistes, ils utilisent le marxisme comme cadre d'analyse et ensuite l'idée d'impérialisme dans un sens analytique, n'est-ce pas? Pas seulement un État qui veut s'emparer du plus de pouvoir possible, mais un État qui, en raison de ses origines capitalistes, est condamné à devenir impérialiste et expansionniste, parce que c'est ce système capitaliste qui alimente cela et le rend nécessairement expansionniste. Lorsque tu utilises le terme globalisme, tu utilises en fait une notion ou un concept différent de celui-là. Dans ton analyse, la structure de l'économie ou la structure du système social influence-t-elle aussi la manière dont ces monstres doivent se comporter sur la scène mondiale? C'est une question fantastique et j'aimerais vraiment avoir 1 heure pour y répondre, car elle est vraiment fondamentale. J'ai passé la moitié de ma vie, en effet, à essayer de travailler sur ce sujet. Je viens moi-même d'une tradition de gauche, une tradition marxiste. En fait, hier encore, j'ai publié dans Canadian Dimension un article sur les tentatives de création de ce nouveau parti au Royaume-Uni, votre parti, qui cherche à offrir une perspective de gauche sur ce dont nous parlons. Et en effet, les débats au sein de votre parti aujourd'hui portent sur la question de savoir dans quelle mesure le capitalisme est réellement maîtrisable.
Pouvons-nous parvenir à une démocratie équitable et juste au sein d'un système de marché? Bien sûr, tout le développement de la social-démocratie reposait sur l'idée que nous pouvons combiner démocratie et marché. Et donc, implicitement, depuis Bad Godesberg en 1959, l'idée social-démocrate est que c'est possible. Donc je pense que ces courants et d'autres idées sont vraiment riches et importants. Fondamentalement, mon point de vue a toujours été que, oui, c'est extrêmement important. Mais le danger du point de vue de la gauche marxiste est de confondre les niveaux d'analyse et de tout réduire au dynamisme du capitalisme, en particulier la forme néolibérale du capitalisme, avec la financiarisation, la destruction de la vie sociale, avec indicine des rates, de F, usum valorit nos cinémat et nous traire, et de withissing, for F is gebu progresser. Et il appréciait la vision même de la haute modernité, à laquelle je me suis toujours tenu, ce qu'était selon moi le but de l'éducation. Former, créer, penser, des individus critiques, capables de s'engager non seulement dans des relations de marché, mais aussi dans des relations humaines, au sens humanitaire le plus large. Donc, on ne peut pas, et d'ailleurs, l'idée pseudo-marxiste selon laquelle le droit serait un instrument de l'économie, etc., ce n'est pas le cas. On ne peut pas, le droit et le système juridique ont une autonomie. Donc tous ces systèmes. Je veux dire juste un dernier point à souligner dans tout cela. Ma vision du fonctionnement des affaires internationales repose sur ces 4 niveaux, ou domaines, cette hiérarchie. Nous avons le système international. Ensuite, il y a cette sphère de la politique internationale, où nous avions l'ancien système soviétique, l'Occident politique en concurrence, et ainsi de suite. Le 3e niveau est en effet l'économie politique internationale, avec des débats très complexes à ce sujet. Et le 4e niveau, au passage, le 4e domaine, c'est la société civile transnationale, si vous voulez. Je parle du Vatican, des églises, de la religion, des mouvements pacifistes, etc. De toute évidence, certains soutiennent, bien sûr, qu'à l'ère de la mondialisation, cela est devenu au moins important, voire dominant, toute cette idéologie de la société civile dans les premières années, ce qui est largement exagéré. Et en effet, les think tanks, qui bien sûr peuplent densément notre sphère publique, et certains d'entre eux aux États-Unis sont très pernicieux. Mais d'autres, comme nous l'avons mentionné avec le Quincy Institute, sont très positifs, façonnent le débat public. En Europe, nous avons le Conseil européen des relations internationales qui fait un travail intéressant, mais bien sûr, il est profondément ancré dans le système, car beaucoup d'entre eux ne sont pas des organismes d'analyse, mais de plaidoyer. Et bien sûr, à Washington, D.C., je crois que c'est la K Street, n'est-ce pas? Toutes ces agences de lobbying qui sont si souvent financées par le complexe militaro-industriel. Oui, et une grande partie des médias aussi. Et les personnes qui y travaillent se considèrent en fait comme responsables du maintien du bon type de dialogue, n'est-ce pas? Et du maintien des bonnes idées dans la sphère publique. Parce que si on ne le fait pas, cela devient dangereux. On l'a déjà vu avec le coronavirus, n'est-ce pas? Si on en parle de la mauvaise manière, les gens se font de mauvaises idées. Et alors tout le monde va mourir. Mais c'est ainsi que beaucoup de ces personnes se perçoivent. Donc en ce sens, ils sont très honnêtes quant à ce qu'ils font. Mais c'est aussi assez nuisible pour la société. Eh bien, absolument. Et bien sûr, comme nous le disions plus tôt, le niveau du débat intellectuel et l'ouverture à d'autres idées ont diminué. Je pense que cela est en partie dû à l'influence pernicieuse de ces think tanks financés et en effet à la dégradation des médias. Ensuite, bien sûr, on pourrait soutenir que tout le passage des médias imprimés traditionnels aux réseaux sociaux, etc., a changé les termes du débat, ce qui est effectivement le cas. Oui, et il faudra que nous en reparlions.
Yeah, and we will need to talk about this again. We are reaching the 1 hour. Nous arrivons à la fin de l'heure. Et Richard, c'était fantastique. C'était très intéressant de relier le particulier à la vision d'ensemble. J'espère vraiment que nous pourrons refaire cela prochainement. Si les gens veulent lire davantage de vos travaux, où devraient-ils aller? People want to read more from you. Where should they go? Eh bien, je ne suis malheureusement pas sur les réseaux sociaux, car j'ai été attaqué par de nombreux trolls et ainsi de suite par le passé. Donc je pense simplement, enfin je ne devrais peut-être pas le mentionner, ma page Wikipédia a été constamment attaquée. C'est donc très difficile à gérer. Mais peut-être que je ne devrais pas le dire, mais Amazon a une liste de mes ouvrages publiés. And l'Université du Kent dispose d'un dépôt académique qui actuellement both begordiu. Right, and all of your works are Exactement. Et tous vos ouvrages sont également disponibles. Je veux dire, les livres. Vous en avez beaucoup, vraiment beaucoup, sur tous les grands sites en ligne. Et nous devons remercier les Russes et les Kazakhs pour cela. Mais Richard, nous vous inviterons à nouveau sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. channel again. Thank you very much for your time today. Avec plaisir. Merci.